Vous savez, quand j'étais enfant, je m'allongeais parfois sur le dos dans le jardin, la nuit, et je fixais les étoiles. Et je me disais qu'un jour, quelqu'un trouverait comment y aller. Cela me semblait simplement être une question de temps. Nous avions trouvé comment voler, nous avions trouvé comment fendre l'atome, nous avions trouvé comment marcher sur la Lune. Alors, bien sûr, un jour, quelqu'un de plus intelligent que moi résoudrait le problème des étoiles. C'est ce que je croyais. Puis j'ai grandi, et j'ai vraiment fait le calcul. Et les mathématiques, je suis désolé de vous le dire, ne sont pas tendres. La physique qui permettrait d'aller d'ici jusqu'à une autre étoile n'a rien à voir avec celle qui nous a permis d'aller d'ici jusqu'à la Lune. Ce n'est pas plus difficile au sens où gravir l'Everest est plus difficile que monter une colline. C'est plus difficile d'une manière qui n'a, dans l'expérience humaine ordinaire, aucun véritable équivalent. Parce que l'univers, lorsqu'on regarde vraiment de quoi il est fait, semble avoir arrangé la partie d'une manière très précise. D'une manière qui fait du voyage interstellaire non pas quelque chose de simplement ardu, mais quelque chose qui frôle de très près le mot impossible. Et je vais vous montrer exactement pourquoi. Pas vaguement, pas poétiquement, précisément. Commençons par quelque chose de simple. Commençons par la distance. Et je veux que vous la sentiez réellement, pas seulement que vous entendiez les chiffres en hochant la tête. Parce que votre cerveau va essayer de vous protéger contre la compréhension de ce qu'est réellement l'immensité de l'espace. Il va essayer de rendre ces nombres supportables. Ne le laissez pas faire. Avançons lentement. La Terre mesure environ 12 700 km de diamètre. On peut faire le tour complet de la planète en environ 40 heures à bord d'un avion de ligne. Voilà votre point de départ. Maintenant, allons jusqu'à la Lune. La Lune est à environ 384 000 km. Les astronautes d'Apollo ont fait ce voyage en environ 3 jours. C'est concevable. Maintenant, allons jusqu'au Soleil. 150 millions de kilomètres. La lumière, la chose la plus rapide de l'univers, met 8 minutes à couvrir cette distance. Si le Soleil s'éteignait à l'instant même, vous auriez encore 8 minutes de soleil avant que le ciel ne s'assombrisse. C'est déjà difficile à imaginer, mais on peut encore, d'une certaine manière, le mesurer avec du temps humain. 8 minutes. Très bien. Maintenant, faisons un pas de plus. L'étoile la plus proche du Soleil. Pas une galaxie lointaine, pas un objet exotique, juste la voisine. Proxima du Centaure. Elle se trouve à 4,24 années-lumière. La lumière, voyageant à 300 000 km par seconde, met 4 ans et 3 mois à y parvenir. Et maintenant, parlons de l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais lancé. La sonde Parker Solar Probe, qui utilise la gravité du Soleil pour se propulser à environ 692 000 km par heure. C'est assez rapide pour faire le tour complet de la Terre en moins de 4 minutes. C'est la chose la plus rapide que l'humanité ait jamais construite. Combien de temps lui faudrait-il pour atteindre Proxima du Centaure? Essayez de deviner. 1 an? 10 ans? 100 ans? La réponse est d'environ 6500 ans. 6500 ans. La grande pyramide de Gizeh a été construite il y a environ 4500 ans. Si nous avions lancé une Parker Solar Probe le jour où la dernière pierre a été posée sur cette pyramide, elle ne serait toujours pas arrivée aujourd'hui. Il faudrait encore attendre 2000 ans. Et il s'agit là de l'étoile la plus proche, de la voisine. Pas de l'autre côté de la galaxie, la voisine. Prenons encore un peu d'altitude. La Voie lactée, notre galaxie, celle où nous vivons, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Si vous vouliez la traverser à la vitesse de Parker Solar Probe, cela vous prendrait quelque chose comme 1,7 milliard d'années. C'est plus long que l'existence de la vie complexe sur cette planète. Il n'existe pas vraiment de mots, dans le langage humain, fait pour contenir ce genre de nombre, alors je vais simplement le laisser reposer là un instant. 1,7 milliard d'années. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous demander quelque chose. Si vous trouvez cela intéressant, si vous avez envie de continuer à tirer sur ce fil, rendez-moi un petit service et cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide réellement cette chaîne à atteindre plus de gens curieux de la forme réelle des choses. Très bien. Donc l'espace est immense. D'accord. Vous saviez déjà que l'espace était grand. Mais vous êtes en train de penser ce que tout le monde pense à ce stade.
Il suffit d'aller plus vite. Construire un meilleur moteur. C'est toute l'histoire des transports. Nous sommes passés de la marche aux chevaux, des chevaux aux trains, des trains aux avions, des avions aux fusées. La tendance semble évidente. Nous allons toujours plus vite. Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait de construire quelque chose d'assez rapide? C'est ici que nous heurtons le deuxième mur. Et celui-ci n'est pas un problème d'ingénierie. C'est une loi de la nature, la vitesse de la lumière. La plupart des gens se représentent la vitesse de la lumière comme on se représentait autrefois le mur du son. Comme un record, quelque chose d'impressionnant, quelque chose que nous n'avons pas encore battu, mais que nous finirons probablement par dépasser un jour à force de travail. C'est le mauvais modèle mental. La vitesse de la lumière n'est pas un record. Ce n'est pas un mur qu'on perce avec un moteur plus puissant. C'est une caractéristique structurelle de l'univers. C'est la vitesse à laquelle la cause et l'effet se propagent à travers la réalité. Voici comment comprendre pourquoi. Dans votre expérience quotidienne, si vous poussez quelque chose, cela accélère. Si vous poussez 2 fois plus fort, cela accélère 2 fois plus. Agréable, simple, linéaire. Mais à mesure que vous vous approchez de la vitesse de la lumière, quelque chose d'étrange arrive à cette relation. Plus un objet s'en approche, plus il devient difficile de l'accélérer davantage. Non pas à cause du frottement, non pas à cause de la résistance de l'air, mais à cause de la relativité. La masse effective de l'objet, vue par le reste de l'univers, augmente. Vous injectez plus d'énergie et, au lieu d'obtenir plus de vitesse, vous obtenez plus de masse. Réfléchissez une seconde à ce que cela signifie. L'énergie que vous versez dans le moteur n'est pas perdue. Elle va quelque part. Elle va dans la masse. Le vaisseau devient plus lourd. Et plus il devient lourd, plus il est difficile de le pousser. À 90% de la vitesse de la lumière, il faut une énergie gigantesque juste pour arracher encore une fraction de pourcent. À 99%, il en faut davantage encore. La courbe devient presque verticale. Pour atteindre exactement 100% de la vitesse de la lumière, l'énergie requise n'est pas simplement astronomique. Elle est littéralement infinie. Je ne parle pas d'un très grand nombre fini, je parle d'infini. C'est-à-dire que toute l'énergie de l'univers observable ne suffirait pas, même de loin. C'est un mur sans sommet. Vous pouvez atteindre 90% de la vitesse de la lumière si vous disposez de ressources extraordinaires. Vous pouvez atteindre 99% avec encore davantage. Mais vous ne pouvez jamais atteindre 100%. Jamais. Avec aucun moteur, avec aucune technologie, avec aucune quantité d'ingéniosité. Parce que ce n'est pas un problème d'ingénierie. C'est une frontière mathématique inscrite dans la structure même de l'espace-temps. Et même si vous acceptiez cette limite, même si vous disiez « Très bien, nous voyagerons à 10% de la vitesse de la lumière », ce qui reste inconcevablement rapide, il vous faudrait encore affronter le troisième mur, celui qui, à mon avis, est le plus sous-estimé et le plus brutal de tous. On l'appelle l'équation de la fusée. Et elle a été formulée en 1903 par un instituteur russe nommé Konstantin Tsiolkovsky. Elle a l'air innocente. Elle ne l'est pas. Voici ce qu'elle dit. Pour faire avancer une fusée, vous avez besoin de carburant. Mais le carburant a une masse. Donc, pour déplacer ce carburant, vous avez besoin de carburant supplémentaire. Mais ce carburant supplémentaire a lui aussi une masse. Donc, vous avez besoin d'encore plus de carburant pour déplacer le carburant supplémentaire, et ainsi de suite. C'est une malédiction exponentielle. Chaque supplément de vitesse que vous voulez obtenir vous coûte une quantité de carburant disproportionnellement plus grande. Pas 2 fois plus. Exponentiellement plus. Laissez-moi vous donner un exemple concret pour que cela ne reste pas abstrait. Imaginez que vous vouliez envoyer un vaisseau vers Proxima du Centaure, à 4,24 années-lumière, et que vous vouliez y parvenir à l'échelle d'une vie humaine, disons 40 ans. Pour cela, il vous faudrait atteindre environ 10% de la vitesse de la lumière. Très bien. Mais voici la partie que tout le monde oublie. Vous ne pouvez pas simplement arriver à 10% de la vitesse de la lumière. Vous traverseriez tout droit le système de Proxima du Centaure en quelques heures avant de repartir dans le vide. Il faut ralentir. Il faut emporter avec soi tout le carburant nécessaire à la décélération. Et il faut accélérer ce carburant pendant tout le trajet. Lorsque vous faites le calcul avec la fusion nucléaire, qui dépasse de très loin ce que nous savons faire aujourd'hui, mais soyons généreux,
Le carburant nécessaire pour envoyer un petit équipage jusqu'à l'étoile la plus proche dépasse la masse de tous les objets de notre système solaire réunis. Nous parlons d'un réservoir plus grand que Jupiter. Pour déplacer une poignée de personnes, allez simple. Et l'antimatière, me direz-vous? L'antimatière est le carburant le plus dense en énergie que la physique autorise. 1 kg d'antimatière rencontrant 1 kg de matière libère une énergie équivalente à environ 43 mégatonnes de TNT. Parfait en théorie. Voici le problème. Nous produisons l'antimatière dans des accélérateurs de particules, atome par atome. La quantité totale d'antimatière jamais créée par l'humanité dans tous les accélérateurs au cours de toute son histoire ne serait même pas visible à l'œil nu. Elle n'alimenterait pas une bougie plus qu'une fraction de seconde. Pour alimenter une mission interstellaire, il vous faudrait quelque chose comme des grammes ou des kilogrammes d'antimatière. À notre rythme de production actuel, produire un seul gramme prendrait plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Voilà donc l'équation de la fusée. Ce n'est pas une énigme qui attend d'être résolue. C'est une réalité mathématique qui devient pire à mesure qu'on tente de la forcer. Et nous n'avons couvert que 3 murs jusqu'ici. Parlons maintenant de biologie. Parlons de ce qui arrive à un corps humain au cours d'un voyage qui dure des décennies. Et je veux être précis ici, parce que la version populaire de cette histoire reste généralement vague. Elle parle des radiations et de l'absence de gravité de façon générale. Laissez-moi vous dire exactement ce que l'espace fait au corps humain. Votre corps a évolué sur cette planète, sous cette gravité, à l'intérieur de ce champ magnétique. La magnétosphère terrestre dévie la plupart des particules à haute énergie qui jaillissent du Soleil ou arrivent du reste de la galaxie. C'est un bouclier invisible, et vous avez vécu toute votre vie à l'intérieur sans jamais avoir besoin d'y penser. Au moment où vous le quittez, vous êtes exposé aux rayons cosmiques. Et ce ne sont pas des rayons au sens doux du terme. Ce sont des noyaux atomiques, principalement des protons, se déplaçant à des fractions de la vitesse de la lumière. Ils traversent le métal, ils traversent le plastique, ils traversent la chair. Ils percutent votre ADN et le brisent. Lors d'un voyage vers Mars, qui dure environ 7 mois, le risque de cancer augmente déjà de façon spectaculaire. Lors d'un voyage interstellaire de plusieurs décennies, la dose de radiation serait si extrême que le cancer ne serait plus un risque à gérer. Ce serait une certitude. Vous ne survivriez presque certainement pas au voyage intact, quelle que soit votre impression de bien aller pendant le trajet. Le blindage nécessaire pour réduire réellement ce risque représente une masse énorme, et cette masse énorme renvoie aussitôt au problème de l'équation de la fusée et multiplie le besoin en carburant. Chaque solution crée une nouvelle version du même problème. Et puis, il y a ce que l'apesanteur fait au corps. Sans gravité, les os ne maintiennent pas leur densité. Ils perdent du calcium. Ils s'amincissent. Après 6 mois passés à bord de la Station spatiale internationale, les astronautes reviennent avec des os qui ressemblent à ceux d'une personne de plusieurs décennies plus âgée. Leurs muscles fondent. Leur système cardiovasculaire se déconditionne. Leur vision peut changer de façon permanente parce que le fluide autour du cerveau se déplace en apesanteur et exerce une pression sur le nerf optique. Maintenant, extrapolez cela à 40 ans. Vous allez peut-être dire « cryosommeil ». Très bien, parlons du cryosommeil. L'idée consiste à congeler l'équipage, à ralentir tout le reste et à les faire arriver sans qu'ils vieillissent. Il y a un problème. Lorsque vous refroidissez une cellule biologique au-dessous du point de congélation, l'eau qu'elle contient forme des cristaux de glace. Ces cristaux ont des arêtes vives. Ils perforent la membrane cellulaire. Ils détruisent les structures internes. Nous savons congeler des organismes simples et les ranimer. Nous savons congeler des spermatozoïdes et des ovules. Nous ne savons pas congeler un cerveau et le ramener intact. Le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones reliés par peut-être 100 000 milliards de synapses. La configuration précise de ces connexions est, dans tout sens réellement sérieux du terme, la personne elle-même. Nous ne savons pas geler cette configuration sans la détruire. Nous n'avons aucun chemin théorique clair pour y parvenir. Ce n'est pas un problème de technologie de réfrigération, c'est un problème de biologie, et il n'a pas de solution évidente. Alors quoi? Un vaisseau générationnel?
Un vaisseau si vaste que les gens y naissent, y vivent et y meurent, et que leurs arrière-petits-enfants atteignent la destination, c'est, techniquement, l'option la plus plausible du point de vue de la physique fondamentale. Mais réfléchissez à ce que vous proposez réellement. Vous proposez que plusieurs centaines de personnes acceptent de passer toute leur existence et d'engager l'existence de leurs enfants et de leurs petits-enfants dans un voyage qu'aucun d'entre eux ne survivra assez longtemps pour achever, vers une destination où personne n'est jamais allé, sans possibilité de revenir en arrière ni d'appeler à l'aide, totalement isolé du reste de l'humanité pendant des siècles. Les défis sociaux et psychologiques d'une telle entreprise ne sont pas non plus des problèmes d'ingénierie, ce sont des problèmes humains. Et l'histoire ne nous donne pas beaucoup de raisons d'être optimistes sur la capacité de petites communautés closes et isolées à maintenir, sur plusieurs générations, une civilisation complexe et stable. Mettez 500 personnes dans un cylindre de métal pendant 500 ans et dites-moi ce qui sort à l'autre bout. La langue aura dérivé. La culture se sera transformée au-delà de toute reconnaissance. Le savoir technique nécessaire au fonctionnement du vaisseau aura peut-être été perdu, redécouvert, corrompu, puis reperdu. Les descendants de l'équipage d'origine n'auront aucun souvenir de la Terre, aucun lien vécu avec la civilisation qui les a lancés, aucune raison particulière d'achever une mission à laquelle leurs ancêtres ont consenti sur une planète qu'eux-mêmes n'auront jamais vue. Les goulots d'étranglement génétique liés à une population fondatrice aussi faible entraîneraient des problèmes de santé au fil des générations. Sans une gestion extrêmement rigoureuse, la consanguinité deviendrait catastrophique en quelques siècles. Il vous faudrait non seulement des ingénieurs, des biologistes et des médecins, mais aussi des sociologues, des psychologues, des généticiens, des anthropologues, et même là, la probabilité qu'une communauté cohérente et fonctionnelle survive 5 siècles dans un isolement total n'est pas quelque chose sur quoi j'aurais envie de miser. Au moment de l'arrivée, les gens à bord pourraient ne plus se souvenir de la raison de leur départ. Ils pourraient ne pas être en état de faire ce que la mission exige. Ils pourraient même ne plus en avoir envie. Et maintenant, nous arrivons au 5e mur. Celui qu'on ne prend pas assez au sérieux. Le temps. Pas le temps de trajet, le temps civilisationnel. Regardez cette planète. Nous envoyons des signaux électromagnétiques dans l'espace depuis environ 120 ans. Radio, télévision, radar. Tout cela se diffuse vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Ce signal a désormais atteint des étoiles situées dans un rayon d'environ 120 années-lumière autour de nous, dans une galaxie qui en mesure 100 000 de diamètre. Nous nous sommes annoncés à une fraction presque inconcevablement petite de la Voie lactée. Et voici le problème plus profond. Supposons qu'il existe une civilisation sur une planète située à 1000 années-lumière, et supposons qu'elle écoute et qu'elle détecte notre signal. Sa réponse, si elle en envoie une, mettra 1000 ans à nous parvenir. Et entre-temps, que serons-nous? Nous sommes une civilisation technologique depuis environ 200 ans. Dans 1000 ans, serons-nous encore reconnaissablement la même civilisation? Serons-nous encore là? Serons-nous encore à l'écoute sur les mêmes fréquences? La fenêtre durant laquelle une civilisation est capable à la fois d'émettre et de recevoir des communications interstellaires est probablement très brève à l'échelle cosmique. Peut-être quelques milliers d'années, peut-être quelques dizaines de milliers. Face à une galaxie vieille de milliards d'années, 2 civilisations susceptibles de se rencontrer devraient exister simultanément, à distance atteignable, durant leur brève fenêtre de capacité. Les chances qu'une telle coïncidence se produise, étant donné le décalage probable de l'émergence de la vie et de l'intelligence à travers des milliards de systèmes stellaires, sont infimes. Peut-être pas nulles, mais extrêmement faibles. Voilà donc le tableau. 5 murs. Une distance qui brise l'imagination. Une limite de vitesse inscrite dans la structure même de la réalité. Un besoin en carburant qui dépasse tout ce que contient le système solaire. Une biologie conçue pour la Terre, et pour la Terre seule. Et un problème de calendrier qui rend la rencontre entre 2 civilisations presque statistiquement impossible. Ces murs ne sont pas des obstacles au sens ordinaire du terme. Ce ne sont pas des montagnes à gravir ni des mers à traverser. Ce sont des caractéristiques de la physique. Elles seront toujours là dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 1 million d'années. Elles ne se soucient pas de notre niveau technologique.
Une civilisation 1 milliard d'années plus avancée que la nôtre vit toujours dans le même univers, obéit toujours à la même limite de vitesse, transporte toujours de la masse dans le même champ gravitationnel, doit toujours affronter la même équation de la fusée. L'univers ne nous fait pas attendre en silence que nous devenions assez intelligents. L'univers nous dit simplement comment il fonctionne. Et sa manière de fonctionner nous laisse ici, sur ce petit monde. Je sais ce que vous êtes en train de penser, que c'est une conclusion déprimante. Mais j'aimerais repousser cette idée, parce que je crois que c'est en fait la mauvaise réaction. Lorsqu'on arrache le fantasme d'un futur où l'humanité se répandrait un jour dans toute la galaxie, lorsqu'on cesse d'imaginer un avenir où nous sauterions d'un système stellaire à l'autre, comme d'une île à l'autre dans un archipel, il reste quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il reste la situation réelle. Un univers d'une échelle presque incompréhensible, régi par des lois physiques d'une élégance et d'une précision extraordinaires, et sur un rocher sans éclat en orbite autour d'une étoile ordinaire, parmi plusieurs centaines de milliards, ces lois se sont malgré tout arrangées de façon à produire quelque chose capable de lever les yeux et de demander d'où il vient. La même physique qui rend les étoiles inaccessibles rend aussi les étoiles lumineuses. La même limite de vitesse qui nous enferme ici rend aussi l'univers cohérent, rend la causalité fiable, rend possible toute l'entreprise scientifique. Si l'espace-temps n'avait pas de limite de vitesse, la causalité s'effondrerait. L'univers serait du bruit. Il n'y aurait ni étoiles, ni chimie, ni biologie. Personne pour se sentir prisonnier de quoi que ce soit. Nous sommes ici parce que les lois sont ce qu'elles sont. Et le fait que les lois soient ce qu'elles sont signifie que nous restons ici. Réfléchissez à ce que cela veut réellement dire. Le carbone de votre corps a été forgé dans une étoile morte avant même que cette planète n'existe. Il a voyagé dans l'espace pendant des milliards d'années avant de finir par se retrouver en vous. L'univers a passé 13,8 milliards d'années à arranger des atomes en quelque chose d'assez compliqué pour pouvoir se retourner vers lui-même avec curiosité. Et la première chose que cette curiosité découvre, lorsqu'elle fait réellement le calcul, c'est qu'elle ne peut aller nulle part, qu'elle est coincée, ici, sur ce monde-ci. Et vous savez quoi? Je crois qu'il y a une forme de dignité là-dedans. L'univers nous a donné les outils pour comprendre notre propre confinement. Ce n'est pas rien. La majeure partie de la matière de cet univers va exister pendant des milliards d'années sans jamais rien savoir. Nous sommes la manière qu'a l'univers de devenir brièvement conscient de lui-même. Et nous avons le privilège de passer cet instant minuscule à comprendre exactement pourquoi nous ne pouvons pas partir. C'est extraordinaire. Laissez-moi un commentaire. J'ai envie de savoir comment cela résonne en vous. Est-ce que cela vous donne le sentiment d'une défaite? Ou est-ce que cela rend cette planète plus remarquable encore? Parce que, franchement, lorsque je fais le calcul, cela me donne l'impression que la Terre est la chose la plus improbable et la plus précieuse à laquelle j'ai jamais pensé. Nous n'avons pas trouvé cet endroit. Nous ne l'avons pas choisi. Nous avons été assemblés ici, atome par atome, pendant des milliards d'années, par un univers qui n'avait aucune intention de nous produire et aucune idée qu'il était en train de le faire. Et nous voilà, à le regarder en retour, à faire le calcul, à comprendre que nous sommes coincés, et à découvrir, si nous sommes honnêtes, que le fait même d'être coincés ici fait partie de ce qui rend tout cela si remarquable. Si vous voulez continuer à aller plus loin dans la physique réelle de l'univers, abonnez-vous. C'est pour cela que nous sommes ici. Pas de mensonges réconfortants. Juste la chose elle-même. On se retrouve dans la prochaine vidéo.